toute la vie locale sur une seule radio. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com ou l'application Radio Grand Lac disponible sur vos smartphones. Bonsoir Vincent, bonsoir Guillaume. Bonsoir Vincent, bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin, bonsoir Guillaume. Voilà, c'est et bien. bonsoir à tous nos auditeurs. En espérant qu'ils soient de plus en plus nombreux à nous écouter. Bien sûr, et on rappelle, tiens, tu fais bien d'en parler, on rappelle que vous pouvez toujours regarder les émissions précédentes en replay sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Vous avez les 44 premières émissions disponibles, bientôt 50. Que le temps passe. Que le temps passe. 50, ça me fait penser à quelque chose. Ah, ça. On va du coup, pour ce soir, en sommaire, on va commencer bien évidemment par les sorties de la semaine. Une semaine très franchouillarde. Oui, c'est ce que ça a l'air, ouais. Voilà. Et puis ensuite, on va en deuxième partie, nous allons évoquer les sorties de la semaine dernière et nous donner nos avis, en particulier sur Gladiator 2 et ne voyez pas du tout une pointe d'ironie dans mes propos. Et puis je donnerai 2-3 mots sur le film d'animation Flo, sur un petit chat qui, voilà, au moins histoire de conseiller un bon film. Et puis après nous ferons nos conseils télé de la semaine. 3, donc assez variés cette semaine. Ouais, très très variés même. Surtout en durée. Et puis nous allons finir l'émission avec un focus sur le réalisateur, anciennement un petit peu acteur, mais surtout réalisateur, Michel Hazanavicius, à qui on doit bien évidemment les 2 premiers volets de OSS 117, The Artist, Coupé, Le Redoutable, et puis Le Prince oublié, entre autres. Voilà, j'ai quasiment dit les principaux. Donc voilà, sans plus tarder, mon cher Guillaume, nous allons commencer par la sortie de la semaine. Oui, puisque sort le film Le Panache, qui sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté, de Jennifer Devolder, avec José Garcia, Horatica et Joaquin Arzeguel. J'espère que je l'ai bien dit. Alors, Colin, 14 ans, fait son entrée dans un nouveau collège et il flippe. Comment s'en sortir quand comme lui, on est bègue. Sa rencontre avec Monsieur Desvarceaux, charismatique prof de français, va le pousser à affronter ses peurs et sortir de son isolement. Maintenant, Colin a une bande de copains et un projet, monter sur scène pour jouer Cyrano devant toute l'école. Écoutez un extrait. Nous allons étudier Cyrano de Bergerac. C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap. Non, je suis folle à présent. Merci, Saralou. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Respire, Colin. C'est pas grave si les mots sortent pas dans l'ordre. N'oublie pas, Cyrano parle à la femme dont il est éperdument amoureux. Alors vas-y, tout simplement, doucement. Si je bégayais. Voilà, un film classique dans sa ça des construction. Roland de le cercle des poètes disparus, évidemment. Énormément de films où il y a la relation professorale et élève. Mais là, encore plus particulièrement, j'ai trouvé dans les extraits que j'avais vus, dans le sens où, après, évidemment, tous les élèves sont assez aficionados de ce professeur, mais qui est décrié par la direction plutôt. Comme d'habitude, avec toujours ce suspense, est-ce qu'il va rester pour l'année prochaine? C'est souvent le prof remplaçant en plus. C'est souvent le prof remplaçant, c'est souvent celui qui a des méthodes singulières. Enfin voilà, c'est l'instit, voyons. C'est classique, mais c'est toujours efficace. Ouais, ça marche bien. Et puis Garcia est bon, donc pourquoi pas. Piece by Piece. Vas-y. Allez. Piece by Piece, donc, qui sort aux Toiles du Lac, de Morgan Neville. Piece by Piece est une expérience cinématographique unique qui invite le public à un voyage passionnant à travers la vie de celui qui est devenu l'emblème de la pop culture, Pharrell Williams. Au gré du prisme d'une animation Lego, laissez libre cours à votre imagination et assistez à l'évolution de l'un des esprits les plus innovants de la musique actuelle. On écoute un extrait. C'était décourageant. J'adorais la musique. Elle me mettait en état de transe. Je voyais de magnifiques cascades de lumière colorée. Je croyais que tous les enfants noirs vivaient ça, qu'on fixait les enceintes et...
Wow. La musique me venait naturellement. Voilà. Je me rappelle la réaction de Guillaume quand à l'occasion d'une émission où on avait fait les biopics musicaux, qui disait mais pourquoi une animation Lego? Ah oui, tout à fait, oui. Moi, je suis assez d'accord avec toi, je trouve ça. Reste sur je comprends sur les fesses, on va dire, d'animation Lego. Je suis pas sûr que ça attire énormément de monde, mais bon, c'est produit par qui? Parce qu'il faut avoir les droits Lego en plus. Ah bah sûrement, oui. Bien sûr. Jeu de mots sans le savoir. Oui. Mais les droits Lego sur Lego. Bien vu. Mais je crois que c'est Lego qui produit cette fois-ci avec Universal. Lego et c'est légal. Voilà. Par contre, apparemment, c'est très mauvais. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est vraiment très à la gloire de Pharrell Williams, quitte à dire des mensonges éhontés, genre c'est celui qui nous a fait découvrir le hip-hop et tout ça. Et tu fais oula, calmons-nous un peu. Donc bon, voilà. Apparemment, c'est pas non plus super bien, et d'ailleurs, c'est pas beaucoup distribué. Donc si vous voulez le voir, il sera seulement aux Toiles du Lac. D'autant plus, ils prennent des libertés de dire un peu n'importe quoi. Hein. Ouais. Effectivement. Autre sortie prodigieuse, disponible au Toiles du Lac et au Pâté, sérisée par les frères Potier, Frédéric et Valentin, avec Camille Raza, Mélanie Robert et Franck Dubosc. Claire et Jeanne, jumelles pianistes virtuoses, sont admises dans une prestigieuse université de musique qui est dirigée par l'intraitable professeur Klaus Lenhardt. Elles portent ainsi l'ambition de leur père qui a tout sacrifié pour faire d'elles les meilleures. Mais une maladie orpheline fragilise peu à peu leurs mains et compromet brusquement leur ascension. Refusant de renoncer à leurs rêves, elles vont devoir se battre et se réinventer pour devenir plus que jamais prodigieuses. On écoute un extrait. Il n'est pas le copie quand on peut avoir l'original. I will select the soloist. Soliste, ça veut dire qu'au final, il n'y en aura qu'une qui jouera? Encore! Vous me trouvez dur? Croyez-moi, ce n'est rien en comparaison de ce qui vous attend dehors. C'est quoi son problème? Elle le fait exprès. Voilà, là aussi finalement une relation professeur-élève. Alors apparemment ça a l'air d'être vraiment que le début du film, puisqu'après on va vraiment se concentrer sur comment surpasser la maladie et continuer à... C'est tiré d'une histoire vraie, je crois. C'est tiré d'une histoire vraie en effet. Et à noter aussi qu'il y a Isabelle Carré dans le rôle de la maman, Franck Dubosc jouant le père. Franck Dubosc, je trouve qu'il est assez caricatural dans les rôles qu'il interprète de manière sérieuse. J'arrive pas à accrocher. Il y a certains films, oui, mais d'autres, je trouve qu'il est très caricatural. Mais bon. Au contraire, moi je trouve justement qu'il se bonifie dans les rôles dramatiques plutôt que les rôles comiques à répétition, toujours le même. Ah oui, c'est sûr que. Moi j'aime surtout quand il réalise. Et quand il joue dans sa réalisation, je trouve qu'il est très bon. Aussi, mais sinon, c'est ma bête noire, Franck Dubosc du cinéma français. Ah oui, pourquoi? Parce que je supporte plus. Ah ouais? Ces films, je les trouve très mauvais. Pour toi, public. Oui, mais voilà, je trouve ça. Voilà, là, ça fait 40 surjoué, 30 ans que mais il le fait exprès, mais en même temps, c'est insupportable. Je suis assez d'accord. Autre sortie, Guillaume? Autre sortie, 37, L'ombre et la proie. Disponible au Toiles du Lac et au Pâté de Arthur Mollard avec Guillaume Potier, Mélodie Simina et Harry Gabisson. Vincent, chauffeur routier, prend en stop une jeune femme qui prétend s'appeler 37. Très vite, son comportement étrange éveille les soupçons du routier. Mais Vincent lui-même n'est peut-être pas aussi innocent qu'il n'y paraît. Entre le chauffeur et sa passagère s'engage alors un jeu diabolique qui va bientôt devenir totalement hors de contrôle. On écoute un extrait. Tu es à Paris? Tu peux me déposer? Comment tu t'appelles? Vincent. Enchanté, Vincent. Tu veux pas me présenter à tes amis? T'as amené une copine? Voilà, c'est très ambiance, mais je vous assure qu'après ça se gâte. C'est intriguant. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est un film intriguant dans le déroulé de la bande-annonce. Oui, ok, c'est vrai. Alors là, on va changer de registre puisque c'est un film d'animation là qui s'appelle La plus précieuse des marchandises, donc qui se tourne au Victoria et à l'Astrée de Michel Hazanavicius, donc avec les voix de Jean-Louis Trintignant, Grégory Gadebois et Dominique Blanc. Il était une fois dans un grand bois un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère et partout autour d'eux la guerre leur rendait la vie bien difficile. Un jour, pauvre bûcheronne recueille un bébé jeté d'un des nombreux trains qui traversent sans cesse leur bois.
Protéger quoi qu'il en coûte ce bébé, cette petite marchandise va bouleverser la vie de cette femme, de son mari et de tous ceux qui vont croiser son destin jusqu'à l'homme qui l'a jeté du train. Leur histoire va révéler le pire comme le meilleur du cœur des hommes. On écoute un extrait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur. À mort les sans-cœurs! Donc voilà, aussi une bande-annonce avec beaucoup d'ambiance. C'est un film que j'ai eu la chance de voir au Festival de Lyon le mois dernier et c'est sans aucun doute l'un des meilleurs films de l'année. C'est puissant, ça vise juste. Les dessins sont signés Michel Hazanavicius pour les personnages et du coup ça donne vraiment une vie à ces dessins. Les décors ne sont pas de lui. On retrouve un peu du Disney, comme on a pu en évoquer avec lui directement et le public. Et il y a un côté Blanche-Neige au début, dans le côté conte, bois et tout ça. Et évidemment, après, la réalité affreuse et horrible rattrape l'histoire. Et voilà, ça ne vous laissera pas indifférent. Allez-y. Peut-être pas avec des enfants trop jeunes, mais je pense qu'à partir de 10 ans, c'est le bon moment. C'est l'électrocute qu'il faut. Donc c'est l'histoire, assez récurrente de ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais avec un point de vue assez nouveau. Oui, c'est assez. Puis dans la forme, c'est intéressant. Tout à fait. Le design du dessin est magnifique, je trouve. Il expliquait, mais j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine, il expliquait que le dessin lui permettait d'avoir ce recul que parfois mettre en scène l'horreur peut rendre mal à l'aise. Après, on en parlera. Je voulais rajouter autre chose après, mais pas tomber dans la pornographie, on va dire, d'images trop choquantes parfois, on peut dire. Voilà, c'est ça. Autre sortie, c'est Le Choix, qui sera disponible seulement au Victoria, de Gilles Bourdos, avec Vincent Lindon, Emmanuel DeVos et Michel Lescaut. L'histoire de Joseph Cross, qui ressemble à son métier, solide comme du béton, marié, 2 enfants, son existence est parfaitement organisée. Pourtant, cette nuit, seul au volant, il doit prendre une décision qui peut ruiner sa vie. On écoute un extrait. Et tout ira bien. Mais je sais pas, ils m'ont laissé toute seule ici. Combien de temps ils disent quoi? Calme-toi, respire. J'arrive. Est-ce qu'au moins tu lui as parlé à ta femme, tu lui as dit? Toi, l'homme aux commandes de toute cette opération, tu décides que tu seras pas là. Voilà, donc c'est un thriller très court, 1h16. Et c'est le remake, pour ceux qui l'ont peut-être vu, de Locke, avec Tom Hardy, qui était sorti il y a peut-être je vois l'affiche, mais peut-être 8 ans, je pense. Oui, je vois, oui. En tout cas, c'est bon, c'est des acteurs plus que bankable, Lindon, DeVos. Alors, je me pose la question si Lindon, en fait, tout ne tient pas dans la voiture, en fait. C'est pour ça que la durée du film est très courte, c'est que finalement, on quitte pas la voiture avec Vincent Lindon. D'accord. C'est possible. Voilà. À voir. Ça me botte bien. Guillaume. Diamant brut de Agathe Riedinger avec Malou Kebisi, Idir Azougli et Andrea Bescon. Liane, 19 ans, téméraire et incandescente, vit avec sa mère et sa petite sœur sous le soleil poussiéreux de Fréjus. Obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu'un, elle voit en la télé-réalité la possibilité d'être aimée. Le destin semble enfin lui sourire lorsqu'elle passe un casting pour Miracle Island. On écoute un extrait. Oh, ça, c'est ma collègue. Je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vas voir. Ça, je t'aime trop, elle me chavire. On vous fabrique un bagage pour que vous trouviez un vrai travail. C'est un vrai travail, la télé. Il y a des contrats, je vous signale. Je vois pas bien l'utilité de tout ça. C'est utile parce que ça fait rêver les gens. Elle fait 15 000 euros par poste. Sur les réseaux, elle se fait terminer H24. Il n'y a plus de mauvais buzz aujourd'hui. Mon destin, je le travaille. Le reste, c'est Dieu qui donne, frère. On est collègues de galère, toi et moi. Voilà, donc un film qui avait fait sensation à Cannes et qui parle des espoirs nébuleux que peut provoquer la télé-réalité chez les jeunes. Justement, qu'on commence à avoir le recul suffisant pour faire justement parler de ce faux rêve que peut représenter la télé-réalité et tous les déboires qui peuvent subvenir suite à leurs expériences et ce petit quart d'heure de gloire. Je présume que ça va s'orienter comme ça va être le petit quart d'heure de gloire. Je sens aussi, ouais. Alors ce qui est intéressant, j'ai vu une interview de la réalisatrice qui disait qu'elle n'a pas montré d'image de la télé-réalité dans l'histoire qu'elle raconte. Elle dit parce que finalement on n'en a pas besoin parce que tout le monde sait ce que c'est. Mais oui.
Voilà. Et ce sera disponible uniquement au Victoria. Tout à fait. Autre sortie, Vincent. Alors, mémoire d'un... Non, pardon. Mémoire d'un corps brûlant, oui, c'est ça. Mémoire d'un corps brûlant au Victoria de Antonella Sudassi Furnis avec Sol Carballo, Paulina Bernini et Juliana Filoy, ou je sais pas, Filoy. Anna a l'âge où l'on peut enfin vivre pour soi. Après tant d'années passées sous le joug du père, du frère, du mari, elle vit sa vraie jeunesse, s'épanouissant dans une féminité enfin libérée. Elle nous transporte d'une époque à l'autre en évoquant les souvenirs d'une vie entre tabous, sentiments de culpabilité et désirs secrets. Et il n'y a pas de bande-annonce. Non, il n'y a pas de version française. Autre sortie, Kafka, le dernier été, disponible seulement au Victoria, de Georges Maas et Judith Kaufmann, avec Sabine Tambria, Henriette Confurius et Daniela Golpachin. À l'été 1923, au bord de la Baltique, Franz Kafka fait la rencontre de Dora Diamant, jeune animatrice pour enfants dont il tombe éperdument amoureux. Le célèbre écrivain le sait, tout s'oppose à cette idylle, sa santé déclinante, son spleen chronique, la mainmise de son père sur sa vie. Mais auprès de la jeune femme, Franz retrouve le goût d'écrire et l'envie de profiter de chaque minute, comme pour faire du temps qui lui reste, un grand chef-d'œuvre. Pas de version française non plus. Le film sera seulement disponible au Victoria. Et puis, du côté de nos amis Cinéphilex, cette semaine, nous avons 2 films du patrimoine et pas des moindres, puisque c'est le cycle d'Alejandro Jodorowsky avec El Topo, qui sera disponible donc au Victoria le jeudi, vendredi et lundi. El Topo, pour aller un peu vite, c'est un western très barré. Voilà, donc... C'est vous qui voyez. Franchement, tu les avais vus les deux, hein. Je les ai vus les deux, et El Topo, vous n'avez jamais vu ça ailleurs. Voilà. Mais ça vaut le coup ou pas? El Topo, j'ai beaucoup aimé. Mais Jodorowsky, c'est quand même assez branque, hein. C'est totalement. Oui. C'est délirant. Hein. Par contre, c'est pas du tout subtil. Bien, hein. C'est beaucoup dans le symbolisme. Voilà, dans l'onirisme. Tout à fait. Et du coup, en deuxième film de ce cycle, vous avez La Montagne Sacrée, qui date de 1974, disponible au Victoria le mercredi, samedi, dimanche et mardi. Là encore, et avec Alejandro Jodorowsky, où cette fois-ci, il joue une sorte de gourou, avec une fin assez amusante que je vous laisse découvrir. Voilà, ce sont ni plus ni moins que les 2 films les plus populaires d'Alejandro Jodorowsky. À noter aussi au cinéma L'Astrée le lancement à partir de demain jusqu'au 3 septembre prochain de la quinzaine du cinéma italien pour sa 12e édition, avec pas moins de 29 films, comprenant des avant-premières comme le nouveau film de Paolo Sorrentino, Parthénope, qui a fait sensation au dernier festival de Cannes, des succès récents comme Il reste encore demain ou Gloria, dont je vous ai déjà chanté les louanges. Gloria, c'était quoi? Il reste encore C'est un film musical un peu. C'est ça, tout à fait. Ouais, je me rappelle bien quand on avait parlé. Tu avais beaucoup aimé. Les 2 films sont excellents. Ça avait été dithyrambique à ce sujet. Il y a aussi des films du patrimoine avec un cycle sur Alain Delon et le cinéma italien, avec notamment le formidable Rocco et ses frères de Visconti, mais vous avez aussi L'Éclipse et Le Professeur, si je ne m'abuse. Et enfin, pour finir, vous avez aussi des films pour enfants comme le film d'animation Pinocchio d'Enzo Dallo, sorti en 2013. Voilà, un beau programme qui va donc se dérouler pendant 15 jours. On va faire une première pause musicale, et vu que Pharrell Williams nous sort un biopic en Lego, on va s'écouter Double Life, sa chanson tirée de Moi Moche et Méchant 4, et on revient tout de suite après. À tout de suite. On positif sur Radio Grand Lac 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et nous sommes toujours en compagnie de Guillaume et de Vincent. Bonsoir tout le monde. Après avoir évoqué les sorties de la semaine, nous allons du coup traiter de nos avis sur les sorties des semaines précédentes. Mais avant cela, un petit rappel de ce que vous pouvez toujours voir en salle et que nous vous conseillons ou déconseillons, ça dépend. Vous pouvez toujours voir alors le film d'animation Le Robot Sauvage, le dernier film de Gilles Lelouch, L'amour ouf, Monsieur Aznavour, le film de Grand Corps Malade avec Tahar Rahim, le dernier Clint Eastwood, Jury numéro 2, Anora, la dernière la Palme d'Or, et mon petit coup de cœur, The Substance, avec Demi Moore et Margaret Qualley, que je vous recommande fortement. Et par contre, nous vous déconseillons Venom, The Last Dance, que j'ai toujours pas pris le temps de voir. Et t'as de la chance pour l'instant, parce que ça se trouve, je vous le recommanderai. Oui, c'est vrai, parce que tu dis on vous le déconseille, mais toi tu le recommanderas peut-être. Je suis l'avis de Kevin. Non, je pense que c'est difficile à
à recommander. Par contre, surtout après les films que tu viens de dire avant, c'est vrai que. Mais c'est pas les mêmes genres. Non, bien sûr. Par exemple, sur la sortie de cette semaine dont nous allons parler, Gladiator 2, même si je n'ai pas aimé, je peux quand même recommander aux gens d'aller le voir. Oui, voilà, on va parler de Gladiator 2. C'est ça que tu veux dire, mais bon, c'est ça. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Non, mais disons que si les gens veulent voir un blockbuster en ce moment, Gladiator 2. Ça fait le café, on va dire. Voilà. Mais si vous êtes très attaché au premier film, comme nous allons revenir, et Guillaume va en revenir aussi, peut-être à éviter. Parce que ça risque peut-être de plus vous agacer que de vous divertir. Je sais plus quel grand réalisateur, je crois que c'est Orson Welles, il me semble, qui disait il y a 3 conditions pour faire un bon film. Un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario. C'est ce que nous n'avons pas, malheureusement. Ah non. Trop simple. On y va sur Gladiator 2 ? Lance-toi, mon cher. Allez, j'y vais. Moi, étant très fan, sans filer. Tu vas faire le rétière. Oui, étant très fan justement du premier épisode, eh bien, j'ai été fortement déçu par ce Gladiator 2 qui, alors, a des qualités notamment visuelles, des effets spéciaux plus que corrects, hormis, on va dire, à deux moments. Les animaux. Oui, Ridley Scott sait encore très bien tenir sa caméra. Si vous y allez pour voir des scènes de combat de gladiateurs, il n'y a pas de problème, vous allez être servi. Il y a de la bagarre, il y a quand même de l'épique, même si je trouve que, vu qu'on a moins d'implication émotionnelle, l'épique s'en ressent, est amoindri, je trouve. Oui. Alors, le plus gros défaut de ce film, je trouve, c'est que on essaie à la fois de se détacher un petit peu du premier, mais le film te rappelle à chaque fois que le premier est là. Il s'appuie sur son personnage principal, justement, sur Maximus. On nous rappelle que Maximus a sauvé Rome, que Maximus... Attention, Maximus, attention. Et qu'est-ce que j'ai dit? Maximus. Maximus. Maxime. Très bien. Merci Vincent. C'est du latin, ça. Oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est mes anciennes années de latin. Ah, très bien. Donc, le plus gros problème du film, je pense que c'est déjà son écriture et puis surtout le fait d'avoir axé sa mise en scène sur 3 personnages principaux qui, au final, en fait, nous fait perdre le fil et nous empêche de nous attacher, en fait, à ces 10 personnages principaux. Puisque on a un schéma classique avec le personnage de Paul Mescal qui est le fils de Maximus. Qu'on apprend. Oui, qu'on apprend dans une bande-annonce d'ailleurs. Enfin, on a essayé de faire ça comme un twist, mais en fait, on le savait dès la bande-annonce. C'est ça le problème. Donc, aussi. On a un schéma globalement qui fait penser à celui de Maximus avec la perte de sa femme. Attention, enfin, je vous le dis, c'est dans les premières scènes. Hein, en tout cas. Là, c'est littéralement dans les 5 premières minutes. C'est les 5 premières minutes. Et c'est un problème. Et c'est un problème puisqu'en fait, la famille de Maximus était un but à atteindre qu'on nous avait introduit pendant, je pense, une bonne demi-heure dans le premier. Alors que là, tout se termine au bout de 5 minutes. Et on suit ce parcours, mais on suit également celui du personnage de Denzel Washington, celui de Pedro Pascal, et tout s'entremêle, et au final, on ne s'attache à personne. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire de plus, Kevin? C'est que j'ai souffert, en fait, de voir le début d'un film que je ne voulais pas voir, qui était une redite du 1. Oui. Puis ensuite d'assister à la suite d'un film au scénario incongru qui lance énormément de pistes, les termine toutes, hein, ça y a pas de problème, mais c'est tellement tarabiscoté, ça part dans tous les sens, on ne sait plus vers qui se tourner et tout ça. Et il y a un moment, on se dit, où est le héros? Ça fait au moins 15 minutes qu'on l'a pas vu. Où est l'histoire? Où est l'histoire vraiment qu'on doit suivre? Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Et au final, j'ai fini par m'ennuyer assez sévèrement et à m'agacer, surtout. C'est ça qui m'a vraiment dérangé. Parce qu'on nous ressort toutes les répliques du premier, je crois. Alors ça sera sans moi. Hein, donc, non, mais oui. Non, mais c'est clair et net parce que je veux rester sur une bonne impression de Gladiator. Tu as raison alors. Et puis le problème, c'est que même si on a de bonnes scènes d'action, c'est-à-dire qu'elles sont bien filmées et bien chorégraphiées, parce que c'est vrai que pour le coup, il y a des bonnes chorégraphies. Sûrement, oui. Le souci, en fait, c'est que je crois que c'est au Cercle de Canal+ que je ne sais plus lequel des critiques a vraiment trouvé, je trouve, la formule et l'idée de pourquoi ça m'avait bloqué de ne pas avoir eu des frissons sur ces séquences-là, c'est qu'elles ont toutes quasiment la même durée, on va dire grosso modo 5 minutes, qu'elles sont à intervalles réguliers, donc on va dire toutes les 20 minutes tu as ta scène d'action, mais qu'en fait tu n'as pas de gradation dans l'action. Et du coup en fait tu manques de ce souffle épique, tu manques de ce souffle qu'on avait dans Gladiator. Les potards sont toujours au sommet.
Voilà, et en fait, du coup, et puis surtout... On n'a pas l'ascenseur émotionnel. Ça, c'était notre ami Joseph qui nous l'avait dit en live. Puis si on s'attache pas réellement à un acteur, un personnage vraiment phare, c'est un peu compliqué. Parce que c'est voir que des scènes d'action, c'est très joli, mais au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Et surtout, comme disait notre ami Joseph sur YouTube, le problème, c'est que ça manque d'émotion, ça tu l'as dit, mais les scènes d'action, tu aurais limite l'impression que si tu les enlevais, le film tiendrait. Oui, c'est faire de l'action pour faire de l'action. C'est un peu problématique, à part une ou deux exceptions, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment dommage. C'est un film, je dirais pas de commande, mais en fait, c'est un film qui coche les cases... qui cherche à cocher toutes les cases, en fait, de ce qu'on peut attendre d'un Gladiator, de ce qui était un peu dénoncé, tu sais, dans Matrix 4, en disant... C'est ça. Quand il disait Matrix, c'est ça. Ah bah moi, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, ça serait un peu comme ça, le brainstorming de Gladiator 2. Il nous faut une vengeance, des arènes, des combats, des requins. Là, justement, Rhinocéros. Oui, en plus. Mais en fait, le souci du film, c'est qu'il ne parvient jamais à nous justifier le fait que ce soit une bonne idée. En fait, on se rend compte que on a toujours douté en se disant, et même Connie Nielsen le disait en interview, le public ne voulait pas un 2 et tout ça, mais le scénario était tellement bon que j'ai dit oui. Et ben finalement, je pense que le public avait raison, c'est qu'il fallait pas faire du Après, attention, on aurait pu avoir... Te tirer une balle dans le pied. On aurait pu avoir pire. Oui, bien sûr. Moi, je ne peux quand même que conseiller aux gens d'aller le voir, parce que il y en a qui arrivent à se détacher. C'est époustouflant, mais au-delà de ça, moi, je vais quand même au cinéma pour me distraire à travers une belle histoire, à travers des personnages et une émotion. Là, si c'est sensationnel, c'est très bien, mais moi, ça me comble pas. Il n'y a pas d'émotion. Oui, c'est vrai, mais ça dépend des profils. Moi, j'ai vu des gens aller voir, ils ont eu ce qu'ils voulaient voir et ils étaient très contents, en tout cas. En plus qu'on en a parlé à l'émission précédente, les Péplums, ça fait partie d'un genre où les histoires sont vraiment incroyables, sont fortes, justement. Mais ça, tu le vois à travers ton prisme, je dirais, de cinéphile. Quand tu dis, moi, ce que j'aimerais, mais quand on s'adresse peut-être à des gens qui vont au cinéma pour se divertir, ce genre de choses, peut-être que eux s'en foutent et ils auraient bien raison, je pense. On retombe dans le côté de ce que critique Gladiator, c'est la plèbe. Et finalement, la plèbe ne vient que pour le sang et le sable, et puis ils l'ont eu, et puis ils sont contents. Et après tout. Est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Si les gens passaient un très bon moment dans Gladiator 2, je dis tant mieux. Parce que de toute façon, ça avait l'air de fonctionner, donc... Oui, ça va marcher. Ça manque d'âme. Ça manque d'âme, oui. Je suis assez d'accord. En fait, en gros, c'est ça. Et puis, je vous conseille très rapidement une petite sortie cinéma que j'ai rattrapée, qui est un film qui est sorti il y a 15 jours. Un film d'animation qui s'appelle Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. C'est un film post-apocalyptique où on suit un chat qui essaye avec d'autres animaux d'échapper à une montée des eaux, une grande crue. Tiens, ça pourrait faire penser à un Arche de Noé, mais en fait, le film est un Arche de Noé sans Noé. Voilà, vous ne suivez que des animaux, il n'y a pas de dialogue. Voilà, les animaux ne parlent pas. Enfin, ils aboient et ils miaulent et puis voilà. et à vrai dire, ça fonctionne très très bien. On s'ennuie pas une seule seconde et ça a beaucoup de cœur et c'est très joliment fait. Donc franchement, si vous avez envie, là pour le coup, je pense que c'est plus accessible, même pour les jeunes enfants. Vous pouvez y aller, c'est du bon. On va donner nos conseils télé. Commence peut-être, justement parce que c'est le plus long. Alors moi, ça va être très rapide parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Je vous conseille bien évidemment de ne pas louper Napoléon vu par Abel Gans sur France 5 à 21h05 ce vendredi 22 novembre. Le film dans son entièreté, donc les 7 heures sont diffusées. La version intégrale, oui. Voilà, alors ne vous méprenez pas, c'est bien marqué première partie sur vos programmes télé, mais vous verrez que juste en dessous, vous avez la partie 2. Donc, si vous voulez vous faire les 7 heures complètes, c'est vous qui voyez. Mais sinon, la bonne nouvelle, c'est que le film sera de toute manière disponible en replay pendant 1 mois, je suppose. Et quand c'est qu'il va arriver sur Netflix, vu qu'ils ont mis des billes dedans? Je pense que ça devrait être courant l'année prochaine. D'accord. Voilà. Donc franchement, allez-y, c'est un très très grand film du début du XXe siècle. Voilà. Je vais continuer. Moi, je vous recommande Moi, Tonya sur Chérie 25 à 21h, donc vendredi 22. Un film de Greg Gypsy avec Margot Robbie, Sébastien Stan, entre autres, qui en fait revient sur la patineuse artistique Tonya Harding avec sa rivalité avec Nancy Kerrigan.
Ça revient un peu sur sa jeunesse, comment elle a découvert le patinage, comment elle a fait le triple access. C'était la première femme à avoir réussi le triple access, si je ne dis pas de bêtises. Axel. Axel ou Axel? Axel. Triple Axel, ouais. Ah, peut-être, oui. Je suis pas sûr, mais en tout cas, tous les rapports toxiques qu'elle a avec sa mère, son mari violent, ce genre de choses, et comment elle va être amenée à être mêlée à, on va dire, une histoire sordide, l'attentat, on va dire, un peu contre Nancy Kerrigan. Non, on se rappelle bien, moi je m'en souviens bien de ça. Ouais. Ouais. Et ce film-là m'attire assez parce que je le connais pas du tout. Et il faut le voir, oui, il est très bon. C'est le meilleur film de son réalisateur pour l'instant. Oui, j'avais cru comprendre que c'était un peu le film là sur la mafia là, avec de Martin Scorsese là, les affranchis, mais dans le milieu du patinage artistique. Pas du tout, non mais enfin c'est un peu un raccourci d'affiche d'une histoire assez pas du tout, on va dire, si on peut dire ça. Non, pas du tout. C'est vraiment. Je veux dire, il y a une d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il y a une tentative. Non, c'est plus qu'il y a une tentative. Il y a une petite montée du personnage, mais encore que non. Je pense. Enfin, dans le film, en tout cas. C'est un semi-biopic sur un personnage vraiment torturé. Ouais. Je saurais pas vers quel film mettre, mais pas. Je dirais pas du côté de Scorsese. Ça m'attire assez, ouais. Et puis, petit cocorico local, c'est le seul film américain où vous allez pouvoir voir en gros écrit à l'écran Albertville. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et ben voilà, c'est ça qui est bien. Et ben, quant à moi, mon conseil télé, ça sera une franchise très très connue, Terminator, sur Sister à 21h10 dimanche 24 novembre de donc James Cameron, et puis c'était en 1984, donc ce qui nous fera les 40 ans de ce film qui a des relents de prémonition quant à ce qui se passe sur l'intelligence artificielle actuellement, on peut dire. Ça rapproche beaucoup. Donc l'histoire, en gros, c'est il y a les robots qui ont pris la main, on va dire. Il y a une résistance qui s'effectue en 2000, je crois que c'est en 2029, il me semble. Oui. Et donc celui qui est en passe de devenir de gagner sur les robots, donc il faut que on puisse l'éliminer. Donc ils envoient un Terminator, en la personne de Arnold Schwarzenegger, pour pouvoir descendre à la maman qui va donner naissance au leader de la résistance humaine. Voilà. Et dans le même temps, la résistance va envoyer aussi quelqu'un. Et donc il y a une interprétation comme ça. Oui, c'est bien le bon mot, interprétation. Voilà. Il y a un moment de temps qui est assez intéressante, ouais. Et puis c'est bien vu, puis avec des répliques cinglantes et assez culte, voilà. Tout à fait. C'est un premier film en tout cas très efficace, fait avec $6 millions et qui fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui, malgré quelques petits effets spéciaux un peu dépassés, mais on passera outre. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Avec j'ai traversé le temps pour toi, Sarah. Magnifique. Ah oui, j'aime beaucoup la scène d'amour. J'aime beaucoup la musique surtout. Oui. Nous allons faire une deuxième pause musicale justement avec, vu que nous allons parler dans notre focus de Michel Hazanavicius, nous allons du coup mettre une musique d'un film qu'il n'a pas réalisé. Puisque nous allons mettre une musique du 3e volet d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. C'est From Africa with Love, Indie Eka. C'était évidemment une parodie des chansons de James Bond au générique du début. On revient tout de suite après. Radio Grand Lac. Écoutez-nous, on est là pour vous. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Je mollis sur la fin de journée. Extraordinaire. Donc, nous allons terminer cette émission de ce soir sur un focus sur le réalisateur Michel Hazanavicius, réalisateur scénariste. Grande carrière, on va revenir au fur et à mesure. Grande carrière. Pas encore, mais... Pas encore, en tant que réalisateur, mais c'est vrai qu'il a participé. En fait, ça fait un moment qu'il est dans le paysage audiovisuel, mais qu'on le sait pas. C'est ça que j'avais remarqué. Et ben, on va commencer directement par ça, puisque Michel Hazanavicius, peut-être que vous ne le saviez pas, mais il a commencé sa carrière à la télévision, 88, directement sur Canal+, et dans des sketchs, des nuls qu'il a scénarisés au début, puis de fil en aiguille, il a fini par en réaliser quelques-uns.
Suivent ensuite des spots publicitaires pour plusieurs marques dont Reebok, Bouygues Télécom ou encore le Loto. J'ai vu récemment. Oui, parce qu'il a réalisé la pub du Loto avec Max Boublil, qui n'était pas du tout connu aussi à l'époque. Ah d'accord. Voilà. Est-ce que vous aviez connu cette période-là des nuls? Est-ce que vous aviez fait attention à Michel Hazanavicius ou pas? Non. Pas franchement, non. Non, j'avais pas même fait trop le rapprochement jusqu'à cette émission. On le voit quand tu vois des images d'archives. Maintenant, tu dis ah oui, c'est Michel Hazanavicius, mais à l'époque tu disais c'est qui ce... Mais surtout, vous l'avez, si vous avez vu l'émission des nuls sur Canal+, vous le voyez tous les soirs, puisque c'était lui l'homme où il y avait le titre de l'émission sur le blouson et qu'on suivait, et en fait c'était Michel Hazanavicius. Oui, d'ailleurs, entre parenthèses, je crois qu'il a joué aussi dans le film de Chabat, Didier. Oui, tout à fait. Un petit rôle. Et puis ils ont repris son nom de famille parce que Hazanavicius, ça allait bien avec un nom de joueur, je crois. Voilà. Et en plus, il y a une petite anecdote par rapport à ça que j'ai vue. Donc, c'est qu'il devait être un joueur de foot émérite, Hazanavicius, mais il n'avait pas suffisamment la niaque, apparemment, et donc il a laissé tomber ça. Mais il aurait pu, selon les dires de son frère, avoir une très très belle carrière dans ce registre-là. Et d'après ce qui était dit. Du coup, il a préféré le cinéma. En 93, toujours sur Canal+, il co-réalise avec Dominique Mézeret La classe américaine, le grand détournement. Génial. Ça. Montage d'extraits de films cinématographiques de la Warner, dans mes souvenirs. Oui, c'est la Warner qui avait autorisé en fait l'utilisation des extraits, je crois, sans payer même. Voilà, parce qu'en fait, le but, c'était de faire un montage pour l'anniversaire de la Warner. Oui. Et je pense qu'ils n'ont pas dû voir le résultat final, parce que le résultat final n'était pas vraiment la gloire de la Warner. C'est français. Pas mal, non? Ce soir, on va manger des chips. Et j'essaie de te faire regarder. Il avait fait un premier, c'était Derrick contre Superman. Oui. Que j'ai vu, mais il y a très longtemps. C'était génial celui-là. Avec Roger Hanin. Ça, c'est le genre d'humour que tu affectionnes tout particulièrement, Guillaume, je pense. Ah bah oui, mais même la classe américaine, j'aime beaucoup. Ouais. Je comprends. Et dès ce travail de montage, finalement, il pose déjà les bases de son style futur, citation visuelle, pastiche cinéphile et référence entre hommage et ironie à l'histoire du 7e art. Ce qui est impressionnant chez ce gars, vraiment, c'est l'utilisation du pastiche et non de la parodie, en fait. Oui. C'est vrai. Il est sur cette limite que, par exemple... il y a du respect. Oui, que Bedos peut-être avait dépassé, par exemple, on en parlera un peu après, notamment pour OSS, tu vois. Enfin, on est dans le pastiche et pas dans la parodie. Puis vient ensuite la réalisation de son premier long-métrage, Mes Amis, dans lequel il dirige son frère, Serge Hazanavicius. Il s'agit d'une satire virulente de la production télévisuelle française, notamment du sitcom AB. Moi non plus. Ensuite, il a participé à l'écriture de spectacles humoristiques d'Eric et Ramsey et aussi du film Les Dalton. De piètre mémoire, j'ai tenu 10 minutes. Ah, moi je l'ai vu 2-3 fois. Ah, moi j'ai tenu 10 minutes tellement j'ai trouvé ça nul. Mais c'est mauvais. C'est très mauvais. Affreux. Mais lui se défend en disant que son scénario avait été déformé par le réalisateur Philippe Haïm, qui a raison, on ne sait pas, en tout cas le résultat on l'a vu et il n'est pas terrible. En 2005, Michel Hazanavicius est contacté par les frères producteurs Altmaier pour la réalisation du diptyque OSS 117. Tout commence avec OSS 117, le Carnet d'espions en 2006, où il obtient succès critique et public, puisque le film est à la fois une adaptation des romans de Jean Bruce, mais aussi un pastiche des premiers James Bond, surtout avec Sean Connery et sa manière de se battre très particulière à l'époque, à base de Krav Maga, il me semble, et de savate française. J'aime me battre. Oui, voilà. Et le deuxième long métrage, OSS 117, Rio ne répond plus, qui est réalisé dans la même veine et qui a eu le même succès. Vous aimez bien les deux premiers OSS 117? Ouais, je trouve ça rigolo. J'ai mis énormément de temps à aimer. Je détestais au début. Je suis un peu d'accord avec toi parce que moi au début je n'ai pas accroché des masses et puis c'est un peu au fil du temps que j'ai un peu plus apprécié. En fait, c'est quand je voyais le respect qu'avait Hazanavicius pour le matériel d'origine que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser et à accrocher. Mais sinon, le Jean Dujardin qui faisait comme ça, je supportais pas. Ça, c'était une grosse caricature. Alors que maintenant, tu vois, peut-être quand je vois le respect qui est mis pour rendre hommage au film de James Bond, oui, ça me plaît beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être des comédies qui s'acquièrent en termes de qualité au second visionnage. Oui, qui gagnent à être revues. Parce que parfois, blagounette. En tout cas, c'est son acteur fétiche, Jean Dujardin, apparemment, parce qu'il a quand même joué dans pas mal de ses films. Hein. À cette période-là, oui, puis, mais enfin, après, au final, il l'a délaissé. Mais son acteur fétiche, ce serait sa femme, Bérénice Bejo. Oui, on pourrait dire ça. Plutôt. Après Bérénice Bejo, évidemment. Mais voilà, et puis du coup, on arrive
À son plus grand succès, à l'automne 2010, il réalise un film muet en noir et blanc, The Artist, inspiré du cinéma américain muet des années 20 et 30. Le film a vraiment galéré au début, puisque Jean Dujardin a refusé le rôle, puis finalement s'est dit que ça allait être intéressant. Les chaînes de télévision n'étaient pas vraiment intéressées pour financer un film muet en noir et blanc. Et puis, l'arrivée du producteur Thomas Langman et de sa société La Petite Reine a permis de débloquer la situation et de ramener Orange, France 3 et Warner France avant que le film soit sélectionné au Festival de Cannes 2011 et reçoive l'accueil que l'on connaît puisque Jean Dujardin recevra le prix d'interprétation masculine, ce qui intéressera fortement un certain Harvey Weinstein qui distribuera le film à l'international et fera en sorte que le film remporte plusieurs Oscars, dont l'Oscar de la meilleure réalisation, l'Oscar aussi du meilleur acteur pour Jean Dujardin, mais il n'a pas remporté l'Oscar l'Oscar du meilleur film aussi également. Si, il l'a eu Oscar du meilleur film puisque Oscar du meilleur film. Ouais. Et puis côté César, Jean Dujardin est reparti bredouille parce que cette année-là, c'était notre cher Omar Sy qui a gagné le prix du meilleur acteur pour Intouchable, mais cette fois-ci c'était Bérénice Bejo qui a eu droit à son César. Qui l'avait pas volé non plus. Qu'il l'avait pas volé non plus. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait remporté en 2012 face à Bérénice Bejo. Je sais pas. Mais voilà, je ne sais plus ce que c'était comme film, mais voilà. Grand succès d'un film français à l'international, et puis un pari risqué, mais qui a fait son profit. Est-ce que vous avez apprécié? Un mois, justement. J'ai beaucoup. C'était un des rares films avec Jean Dujardin que j'appréciais parce que je disais toujours, on l'entend pas parler. Donc, mais depuis, j'ai revu. C'est faux. On l'entend parler à la fin. Ouais, bon. Mais j'ai revu ma copie sur Jean Dujardin et j'avais beaucoup apprécié ce film. Je trouvais qu'en plus, il était très bien rythmé et que la durée était parfaite pour un film muet en 2011. Et je trouve que moi en plus les films qui parlent de cinéma c'est un genre que j'apprécie particulièrement. Après, est-ce que autant de succès pour ce film était mérité? Mais ça j'en doute un petit peu. C'est compliqué. Je l'ai pas vu moi. C'est un film qui célèbre, qui caresse dans le sens du poil Hollywood, le cinéma américain, ce genre de choses, qui ferait pas mal penser à Babylone dans une certaine mesure, puisqu'on est à peu près sur les mêmes moments. Le personnage de Brad Pitt, c'est un petit peu le personnage de Jean Dujardin. Oui, en moins dramatique. Quand même en dramatique, oui. Dramatique. Mais moi je l'ai vu qu'une seule fois à l'époque, et j'avais beaucoup aimé la forme, mais l'histoire m'était un peu laissé pour toi, et je pense qu'il faut que je le revoie. Maintenant que Babylone et tout ça est passé par là, tu vas apprécier, puisqu'on est vraiment à l'époque du changement entre le muet et le muet et le parlant. Voilà, exactement. Cette peur. Et lui qui veut pas parler, qui trouve, parce qu'en fait, le pire c'est qu'on lui propose, lui. Et lui il dit non, on va pas faire ça et tout ça. Et on suit en fait aussi en parallèle la montée de Bérénice Bejo, de Pépi Miller, qui elle devient une star du parlant. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment quand un monte, l'autre dégringole, quoi. Voilà. Ce qui fait énormément penser, du coup, à Babylone, mais aussi à Chantons sous la pluie. Oui. Babylone, il y en a un qui Singing in the Rain, c'était ça, c'était ça l'histoire, en fin de compte. Je sais pas si Babylone, ça fait penser à Babylone, mais dans le schéma, les deux grimpent et les deux dégringolent en même temps, quoi. Oui. Après, sur le schéma, ça pourrait faire penser d'une certaine manière à Star is Born. Ouais, Star is Born, sur les différentes itérations qu'il y a eu, ce côté croisement de carrière et de popularité. En tout cas, c'est quand même bien d'avoir félicité l'audace, peut-être aussi d'avoir produit un tel film. Ça, par contre, on ne peut pas leur enlever. Et ça n'a finalement pas fait ses petits, étrangement. Il n'y a pas eu d'autres tentatives. Risqué, quoi. On avait noté quand même James Cromwell et John Goodman au casting. Ça a été un succès plutôt critique plutôt que commercial, on va dire, non? Populaire. Oui, ça avait été un petit succès. Ça avait été un petit succès public en France. Je ne sais pas si j'ai les chiffres, mais je crois que ça avait tourné autour des 2 millions. Après qu'il ait été starisé en Oscar, quoi, non? Peut-être, c'est ça? Oui, je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Par rapport à ça. Après. Cannes a déjà fait beaucoup. C'était Cannes, oui, c'était grâce à Cannes que ça avait pas mal démarré, oui. Et puis ensuite, en juin 2011, Azania Vicious s'est chargé de la réalisation d'un sketch du film Les Infidèles, écrit et produit en partie par Jean Dujardin. Mais je n'ai pas ce que je veux dire. J'aime pas du tout. Il y a certains. Alors, il y a plusieurs sketchs dans ce film. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps. Alors, je suis d'accord, mais tu prends le problème par le mauvais bout. C'est Dujardin qui réalise le film.
Oui, il a fait pas mal de mais bon, le C'est lui qui réalisateur gère tout le officiel, film, c'est non Hazanavicius, mais non, pas du tout. Bah si, c'est apparemment. Si, il a réalisé un sketch. Si. Oui, mais c'est Dujardin le réalisateur du film complet. Bon, ils ont dû coécrire. non, il a coécrit avec Gilles Lelouch. Ouais, on va dire que c'est vraiment un film Dujardin Lelouch. Oui. Et après, ils ont appelé leur poteau pour réaliser. C'est ça, parce que Canet qui réalise aussi. Mais c'est un film à tiroir, c'est-à-dire sur la thématique de l'infidélité. Et le passage avec Jean Dujardin, Lelouch entre autres, et puis tous les autres acteurs, il y avait Sandrine Kiberlin, je crois. Qui est pas hyper intéressant le film, honnêtement. Il y a ce moment-là, il était assez cocasse quand même, franchement. Enfin, faudrait que je le vois. Moi, je le trouve. Il y en a d'autres. Il y a d'autres petites portions de sketch qui me laissent un peu. Il y en a certains intéressants, mais vraiment, moi, je trouve que l'histoire Lelouch et Dujardin, elle est risible, quoi. Enfin, vraiment, elle est très cliché, quoi. Ah oui, c'est une caricature, mais c'est rigolo. Voilà. En 2014, Michel Hazanavicius présente The Search en compétition Festival de Cannes 2014. Il s'agit d'un remake des Anges marqués de Fred Zinman qui prend la guerre de Tchétchénie en toile de fond. Le film est un échec commercial et divise la presse. Certaines critiques soutiennent vivement le film tandis que d'autres sont très virulentes. L'avez-vous vu? Non, mais c'est même la première fois que j'en entends parler. Alors on a essayé de le cacher. L'affiche est assez marquante, mais il est vrai que personne on avait fait grand bruit alors que bon, sorti de The Artist, on aurait pu penser que ce serait mis en gros réalisé par Michel Hazanavicius. Non, pas vraiment. Le film a été une sortie très timide. Et je pense que c'est pour ça que le film n'a pas marché, mais pourquoi pas. Il a un 3,8 sur 5 sur Allociné, je crois. Ah, donc c'est pas si mal. En 2017, il réalise Le Redoutable, une comédie sur l'histoire passionnelle entre Jean-Luc Godard et Anne Wiazemski. Après le tournage de La Chinoise et durant les événements de mai 68, le film présente Louis Garrel dans le rôle de Godard. Et Michel Hazanavicius et Louis Garrel sont tous les deux nommés au César de cette année dans les catégories réalisation et acteur. Je ne l'ai pas vu parce que je vous avoue que le sujet Godard ne m'intéressait pas, mais ce qui paraît c'est très mais il très était amusant. fan de Godard, ça j'ai appris à Hazanavicius. Aussi, c'est assez bizarre quand tu vois là. Il nous en a reparlé. Oui, mais c'est quand même bizarre. Tu te dis, le mec qui a fait la classe américaine aime Godard. Pas tant que ça. Moi, je trouve je le connais pas très très bien, à vrai dire, mais je trouve qu'il a un mode de réalisation qui est assez conventionnel sur des idées originales et un peu fantasques. Je trouve que c'est assez classique dans la manière qu'il a de faire de tourner de faire la réalisation de ses films. Mais le rapport avec Godard, justement. Après, Godard est pas très classique, lui, pour le coup. Hein. Godard, il est classique. Il est maintenant devenu un classique. À l'époque, c'était effectivement quelqu'un qui sortait un peu des sentiers battus. C'était la nouvelle vague, tout ça. Mais depuis, il s'est devenu un réalisateur un peu incontournable et qui s'inscrit dans une réalisation plutôt établie et reconnue, quoi, maintenant. Et d'ailleurs, j'ai appris que Richard Linklater, réalisateur de Boyhood et puis de la trilogie Before, préparait son nouveau film qui s'appelle La Nouvelle Vague et c'est l'histoire du tournage de À bout de souffle. Ah, d'accord. Qui va jouer Jean-Paul Belmondo? Il serait bête de ne pas prendre son petit-fils, là, pour le coup. C'est vrai qu'il a un peu la tronche. C'est vrai. Et puis ensuite... Il n'y a pas de charisme, par contre. Il est peut-être encore un peu jeune. Ça s'acquiert, peut-être, avec l'âge. Jean-Paul Belmondo était assez charismatique dans d'autres jeux. Oui, mais... c'est les grands, c'est l'apanage. Et puis Belmondo n'a pas eu à avoir une carrière dans l'ombre d'eux. Tout à fait. C'est vrai. En 2019, Hazanavicius réalise Le Prince oublié, une fantaisie avec Omar Sy et Bérénice Bejo sur l'imagination et l'enfance, qui sort en 2020. Le film est passé il n'y a pas très longtemps à la télé. Je l'ai pas vu non plus. Ça avait l'air assez étrange visuellement. Je crois pas que le film n'a pas très bien marché. Ça faisait penser à l'histoire enchantée ou je sais plus quoi avec Adam Sandler. Oui, c'est vrai. Ça s'appelait l'histoire enchantée avec Adam Sandler. Enfin, un truc comme ça, où il plonge dans les livres, ça faisait beaucoup penser à ça. C'est le père qui raconte des histoires à sa fille, et du coup, après, sa fille s'imagine ces histoires avec le père en héros. Oui, c'est un principe qu'on a déjà vu, ça. Hein. Oui. Et puis, enfin, deux derniers films. Alors, il s'essaie au film d'animation avec La plus précieuse des marchandises, qui, donc, a vu son développement commencer en 2020-2021. Et sort dès demain en salle, mais aussi en 2021, il prépare le remake de comment c'était déjà ? Film de zombies. Film de zombies qui s'appelait Z. Coupé.
Coupé, mais le titre du film original, Cut of the Dead, je crois que c'était ça. Ouais. Cut of the Dead, et le film Coupé sera présenté en ouverture au Festival de Cannes 2022, je vous confirme, j'y étais. Et le film a été rebaptisé parce qu'il devait s'appeler Z comme Z, et en raison de la symbolique de la lettre Z dans le conflit russo-ukrainien, le film a été changé en Coupé. C'est une des meilleures comédies que j'ai vues ces dernières années, pour moi, Coupé. Ah, c'est très drôle. C'est génial. Du moment, si vous aimez le cinéma, la manière de réaliser des films, si vous aimez aussi le cinéma bis et tout ça, c'est vraiment... Et c'est toi qui m'avais dit en plus, ne te focalise pas sur la première demi-heure, tout va trouver un sens. Oui. Et c'est vrai. Si vous regardez ce film et que vous trouvez ça pourri dans la première demi-heure, c'est normal, vous allez tout comprendre après. Franchement, le concept, moi, m'avait plu... et même, je le revois avec... je crois, il y a pas longtemps. Grand plaisir. C'est très amusant. Et en fait, ce qui est amusant et ce qui est jouissif, c'est ce qu'on a vu nul dans la première demi-heure, quand on finit par comprendre tout ce qu'il y a autour, mais on rit à gorge déployée, quoi. En fait, c'est un film tourné en direct, un film de zombies tourné en direct et diffusé en direct. Donc, avec tous les aléas qui se produisent. Et c'est vrai que ça n'a pas dû coûter cher, mais en termes de logistique, c'est un remake, donc forcément, il n'a pas eu l'idée. Mais en termes de logistique, c'est quand même un pari un pari qui est quand même la scène où c'est des blancs caucasiens, justement, ils sont obligés de leur donner les noms chinois, les noms japonais. Mais... Oui, parce que c'est un remake d'un film japonais, donc forcément. Et il y a une dame qui jouait justement dans le film original. Voilà, parce qu'en fait, le film prend en compte que c'est un remake. Voilà, à un moment, ils se regardent, t'as Bérénice Bejo qui regarde. Il y a un second degré dans le second degré, quoi. Là, on est dans le 15e degré. C'est pas mal. Je me rappelle qu'ils se regardent. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est Higurashi. Higurashi. Oui, ils se rappellent plus leur texte. Il y a que des conneries comme ça. Et non, franchement, et moi je me souviens qu'à Cannes, c'était film d'ouverture, donc on était un peu prévenus, ceux qui s'y connaissaient un peu, que le film avait un début très particulier. Ça n'a pas empêché certaines personnes de partir dans les 30 premières minutes et d'écrire un papier dessus. En poussant les portes de leurs pieds, en disant « Ce film est une merde !» Et ils n'ont rien compris, parce qu'après la salle était hilar du début jusqu'à la fin, donc voilà. Moi c'est peut-être mon film préféré de Michel Hazanavicius. Il faudrait que je le revoie, parce que je l'ai pas revu du coup depuis Cannes, mais j'en ai un souvenir vraiment. Faudrait que je le fasse découvrir à quelqu'un pour vraiment avoir ce sentiment un peu de. Moi j'ai fait découvrir à ma femme justement. Et elle a beaucoup apprécié. Mais par contre, ça a été elle commence à me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? Vraiment, elle me dit ça. Je disais mais attends. Et puis après elle a commencé à regarder, elle a fait ah ouais, c'est génial ça. Après, je peux comprendre qu'on n'accroche pas non plus. Ah, mais voilà. Ça, c'est un film qui parle de cinéma aussi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, on te le conseille, Vincent. D'accord, je sais pas où il doit être disponible. Il était sur Canal à une époque, mais je crois qu'il n'y est plus. Oh, il devrait. J'arriverais bien à le trouver. 2022, il devrait pas tarder à passer à la télé. En tout cas, ça me passera pas comme ça de manière anodine si jamais je le vois. Ah non. Mais c'est peut-être ça le problème, c'est que peut-être que les grandes chaînes n'oseront pas le passer en prime time. Oui, parce que les gens risquent de changer de chaîne au bout d'une heure. Non, mais sur d'autres chaînes, ça peut éventuellement être. D'autant plus que comme il sort en film, ils peuvent être amenés à passer des films de Hazanavicius, ne serait-ce que en tant qu'hommage. Alors par contre, je vous préviens, ceux qui s'apprêtent à voir La plus précieuse des marchandises demain, il n'y a pas du tout une seule once d'humour dans ce film. Non, pas du tout, émouvant et terriblement qui se raccroche évidemment aux événements de. Peut-être un petit virage qui va de s'opérer. La déportation. Peut-être qu'il. Je pense que The Search était déjà un des virages dans le dramatique. C'est étonnant parce que Roman Polanski, qui était aussi oscarisé comme lui, dont il partage la même origine, puisqu'il est polonais, lituanien polonais pour Hazanavicius et polonais pour Roman Polanski. Lui, c'était le pianiste, je crois, pour lequel il avait eu un Oscar. C'est ça. Donc ça se déroulait aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'était assez. C'était plus frontal, oui. Je vous dis pas pour La plus précieuse des marchandises, mais j'ai cru comprendre ça que sent un c'était film très émouvant et vraiment pas drôle, effectivement. Mais non. Mais du coup, c'est ça qui est fort, c'est que par l'animation, il arrive à nous montrer des choses que d'habitude on ne montrerait pas parce que très voyeuriste ou difficile de mettre en scène sans tomber vraiment dans un
juste un truc choquant et bête et méchant, quoi. Voilà. Choqué pour choquer. Tout à fait, je cherchais ça. Et puis, ça nous permet de entendre la douce voix de Jean-Louis Trintignant, puisqu'il avait enregistré le film avant qu'il décède, hélas, il y a déjà 2 ans, je crois. Donc ça remonte vraiment, quoi. Ah oui, il a vraiment commencé en 2021 et vraiment pour... c'est des films de longue haleine, parce que... Oui, parfois les enregistrements, c'est des choses qu'ils font à la fin. C'est vrai, mais là il tenait tellement. Normalement les standards, c'est vraiment fait peut-être à la fin. qu'il a précipité les choses. Sachant il nous a dit, c'est que déjà c'est l'adaptation d'un livre et il tenait tellement à voir Jean-Louis Trintignant dans le rôle du narrateur c'est l'une des premières choses qu'il a fait, c'est lui. Oui, il a une voix particulière. Après, il y a la technique castée justement qui consiste à enregistrer les voix avant et de baser l'animation sur le jeu des acteurs. Oui, je crois qu'il a fait ça aussi. Ça a l'air d'être plus dans ce genre-là, ouais. Et c'est tout pour l'émission de ce soir. Côté programmation radio demain, vous aurez 2 émissions. Une émission spéciale sur la Biennale Charles Dulin, donc un festival de théâtre à Aix-les-Bains. Ce sera de 11h à midi demain matin. Et puis une émission, le jeu du mouvement, présentée par Joe, de 12h15 à 12h30. On va se quitter sur, une musique, une chanson d'un film de Michel Hazanavicius. C'est Tell Me a Story de Nathalie Prass sur une musique de Howard Shore. Pas des moindres tout de même. Et c'est tiré du film Le Prince oublié. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et allez au cinéma. Belle toile.